Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'Institut Santé des femmes. Ce webinaire est intitulé «Recherche en endométriose, regard croisé d'une biologiste, d'une sociologue et d'une association de patientes». Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux quand même vous présenter en quelques mots l'Institut interdisciplinaire santé des femmes qui s'appelle également IWish. Donc ça a été créé en 2023 et IWish rassemble, 24 équipes de recherche comme le montre mon diapo, 24 équipes de recherche issues des 3 facultés de l'université Paris-Cité, ainsi que 22 équipes de soins qui sont réparties au niveau de 5 sites. L'institut travaille également en lien étroit avec des associations de patientes, notamment l'association Endo France qui va intervenir aujourd'hui et elle développe aussi, des partenariats avec des partenariats internationaux. Donc comme l'indique, le nom de l'institut, iWish est entièrement dédié à la santé des femmes et il s'articule autour de 5 axes thématiques, à savoir la santé sexuelle et reproductive, la santé gynécologique, la santé maternelle, la santé mentale et également les spécificités des femmes dans les maladies chroniques. Et il y a également 2 axes transversaux qui sont vivre et vieillir en bonne santé et également environnement. Aujourd'hui, le webinaire concentre sur la santé gynécologique et je vais maintenant passer la parole à Clémence Schantz qui va vous présenter le déroulé de cette rencontre ainsi que les intervenantes. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nafisa. Donc, je m'appelle Clémence Schantz, je suis sociologue, chercheuse à l'IRD et membre du bureau de l'Institut international interdisciplinaire sur la santé des femmes. Donc, nous aurons la chance aujourd'hui d'avoir 3 intervenantes. On a vraiment voulu croiser les regards et les recherches menées sur cette thématique. Nous écouterons d'abord Ludivine Dorido, qui est chercheuse à l'INSERM, chercheuse en biologie. Elle est titulaire d'une chaire sur la physiopathologie de la reproduction et de l'endométriose. Et Ludivine est également membre du bureau de l'Institut interdisciplinaire sur la santé des femmes. Elle coordonne actuellement un projet européen sur le sang de règles utilisé pour mieux diagnostiquer et comprendre l'endométriose. Elle va nous faire une intervention sur les atouts et les limites des modèles d'études pour la compréhension de la physiopathologie de l'endométriose, qui est donc une maladie inflammatoire complexe et hétérogène. Nous écouterons ensuite Anne-Charlotte Millepied, qui est docteure en sociologie et spécialiste en études de genre. Elle a réalisé une thèse en co-tutelle entre l'EHESS à Paris et l'Université de Genève. Elle est actuellement postdoctorante à l'Institut des études genre de l'Université de Genève et fera une intervention qui s'intitule Recherche en sciences sociales sur l'endométriose, expérience, expertise et prise en charge. Enfin, nous aurons la chance d'écouter Ameline Condamine, qui est la nouvelle présidente bénévole d'Endo-France, qui a pris son poste depuis mars 2025, quelques mois, mais qui était déjà engagée depuis plusieurs années au sein de l'association. Ameline s'engage donc aux côtés de plus de 100 bénévoles pour améliorer la reconnaissance de l'endométriose. Elle coordonne les bénévoles, les actions de l'association et elle porte la voix des patientes. L'association Endo-France a un ancrage scientifique solide et soutient, informe et agit pour une meilleure reconnaissance et prise en charge de la maladie. Tatiana, elle écoute ça. Son intervention portera sur l'endométriose et le travail, comment concilier l'invisible et l'exigence professionnelle. Voilà, donc chaque présentation durera une quinzaine de minutes et après, cela laissera la place à des questions. Nous vous invitons à mettre vos questions sur le chat ou à lever la main si vous souhaitez en poser. On va d'abord faire les 3 présentations à la suite les unes des autres. Donc Ludivine, c'est à toi. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Oui. Merci déjà de l'invitation, Clémence, et de l'idée de croiser ces regards que je pense va être très intéressant. Et donc, pour pas perdre beaucoup plus de temps, je vais commencer donc par vous parler de la physiopathologie de l'endométriose. Donc moi, je suis une chercheuse en biologie expérimentale, et donc mon but dans ma façon d'étudier l'endométriose, c'est d'essayer de comprendre comment la maladie se met en place. Comme je suis la première à parler, je vais quand même faire une courte introduction, donc ce qui sera reprise et probablement un petit peu de façon différente par les différents intervenants, je pense. Donc l'endométriose, c'est une maladie qui touche à peu près une femme sur 10, qui est caractérisée principalement par des douleurs, généralement
principalement au niveau de la sphère pelvienne, qui vont généralement être augmentées au moment des menstruations. Et ça peut également intervenir au moment des rapports sexuels et en plus de ces douleurs qui sont vraiment qui ont un impact important sur la qualité de vie des patientes, il y a dans à peu près 30 des patientes, 30 à 40 des patientes, des problèmes de fertilité. Donc ça et quelque chose qui est très important dans le cadre de l'endométriose, c'est le délai diagnostique. Entre les premiers symptômes et le diagnostic, il y a 7 à 10 ans. On pourra discuter des raisons pour lesquelles, il y a ce délai. Mais effectivement, le fait que les symptômes ne soient pas forcément, bien reconnus, participe pour beaucoup dans ce délai diagnostique. Et donc pour les femmes qui sont atteintes de cette maladie, il y a une qualité de vie qui est décrite comme réduite, et ça va, représenter un fardeau économique, à la fois pour les patientes et pour la société. Et donc ça a été reconnu comme un problème de santé publique. Ah pardon, ça passe automatiquement donc, je peux pas revenir en arrière, donc tant pis. Pourquoi je peux pas revenir en arrière? Voilà. Ça a été reconnu comme un problème de santé publique, de façon relativement récente, alors que par contre la maladie n'est pas du tout récente, on pourra en discuter aussi. Donc voilà, et au niveau de la prise en charge, il y a 3 aspects que je veux mettre en avant. Donc, la première ligne de traitement, c'est un traitement hormonal, donc généralement une pilule contraceptive, qui va du coup être, pas spécialement spécifique, mais qui va soulager quand même une majorité des patientes. Si c'est mal toléré ou si ça marche pas très bien, on peut proposer une chirurgie qui va, viser à exciser les lésions et je vais parler de qu'est-ce que c'est que les lésions d'endométriose, qui peut être proposée, mais qui va aussi avoir potentiellement, des effets secondaires plus ou moins marqués, sur les patients parce que c'est des chirurgies qui sont relativement complexes. Et pour les femmes qui ont, un problème de fertilité, on va proposer de la procréation médicalement assistée, comme on va le proposer à n'importe quelle femme infertile, de nouveau, sans vraiment d'approche très spécifique, à la maladie. Et donc, comment on définit l'endométriose? Donc, comme c'était indiqué au tout départ par Nafissa, on se trouve dans la santé gynécologique et même si les retentissements de la maladie ne sont pas seulement au niveau de la sphère gynécologique, l'origine de la maladie, c'est bien reconnu que ça vient quand même de notre système reproducteur féminin, donc qui est représenté ici avec le vagin, l'utérus, les cornes et l'ovaire. Et le fait que dans le cas chez les femmes qui ont de l'endométriose, on retrouve des lésions qui ressemblent très très fortement à la muqueuse utérine, qui est l'endomètre, qui est normalement localisé à l'intérieur de l'utérus. Et dans le cadre de l'endométriose, on retrouve ces tissus à l'extérieur de l'utérus. Et tout comme le tissu normal, ces lésions vont répondre aux hormones du cycle, vont proliférer en début de cycle, se différencier de façon sous l'influence des hormones stéroïdiennes et vont saigner au moment des menstruations. Et ça va créer une inflammation chronique parce que ce sang ne sera pas éliminé par les voies vaginales puisque ça va saigner du coup dans la cavité pelvienne. Voilà. Donc là, vous avez une représentation histologique de ce qu'on peut voir au niveau d'une lésion avec les différents types cellulaires qui sont impliqués. Et donc, la physiopathologie, c'est utile de l'étudier parce que si on comprend mieux, on espère qu'on pourra mieux traiter la maladie. Et pour l'instant, ce qu'on en sait est assez enfin, on sait des choses, on sait que c'est lié aux règles, par exemple, mais globalement, ça demeure mal compris. Donc une des hypothèses principales, qui est la plus étayée, c'est qu'au cours des règles, une partie de notre muqueuse utérine va passer par les trompes, et se retrouver dans notre cavité péritonéale. Sauf que ça c'est un phénomène qui a lieu chez la grande majorité des femmes. Et donc il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu pour expliquer que l'endométriose se met en place, notamment le fait que chez les femmes qui ont l'endométriose, cet endomètre serait pas tout à fait normal, avec des capacités d'adhésion, de prolifération, de survie supérieures à la normale, donc qui expliquerait que quand ça se retrouve dans la cavité péritonéale, ça reste. Et également un défaut immunitaire qui, au lieu d'éliminer ces fragments anormalement localisés, favoriserait l'établissement des lésions et participerait également à l'inflammation chronique. Donc, et lorsque ces lésions se sont mises en place, elles peuvent être innervées, ce qui va pouvoir aussi causer des douleurs. Et on sait qu'il y a aussi des différences au niveau de la perception de la douleur chez les femmes qui ont l'endométriose, ce qui n'est pas un sujet que je vais aborder aujourd'hui.
et qui n'est pas mon sujet d'expertise. Et donc nous, ce qui nous intéresse au laboratoire, c'est d'essayer de mieux comprendre la communication entre les différents types cellulaires impliqués au niveau de cette lésion, donc principalement avec les cellules immunitaires de la cavité péritonéale ou les cellules immunitaires qui vont refluer par les trompes au moment des menstruations également, et les cellules endométriales de la muqueuse utérine. Et donc on utilise différents modèles, hein, qui ont tous, des atouts et des limites, que je vais vous présenter. Donc par exemple, le modèle murin, qu'on peut induire par chirurgie, donc chez des petites souris, qui vont, entre guillemets, «reproduire une partie de la maladie». Donc je vous ai mis par exemple dans l'équipe qui travaille particulièrement sur ce modèle, et je vous montrerai un petit peu avec ce modèle qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on ne peut pas forcément faire avec les autres modèles. On peut également travailler sur les cellules directement dérivées de l'endomètre de la muqueuse utérine de patients, donc à partir de biopsies qui sont faites, ou éventuellement à partir des pièces chirurgicales quand on s'intéresse à la lésion directement, qu'on peut mettre en culture, qu'on dit en 2D, c'est-à-dire, mince, pardon, donc en 2D, ça veut dire, sur une «surface» entre guillemets. Donc là, l'avantage, c'est qu'effectivement, on a les cellules directement qui viennent du patient, mais dans des conditions qui ne sont pas extrêmement physiologiques. Et de façon plus récente, on a commencé à travailler, donc toujours à partir de biopsies, mais également à partir de sang menstruel pour mettre en place des modèles qu'on dit 3D, qui vont du coup être, dans l'espace. Donc on en a 2 qui sont en train qu'on étudie. On a les organoïdes d'endomètre, donc qui vont être surtout les cellules épithéliales, et qu'on va mettre dans une gouttelette de matrice extracellulaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais voilà. Imaginez que du coup, ça reproduit mieux la structure 3D dans l'espace du tissu. Et également des endomètres on-chip, donc c'est sur des puces, où l'idée c'est de reproduire le tissu dans une micro-puce biologique, dans laquelle on peut mieux contrôler quelles cellules on met où. Donc chacun a ses petits avantages. Voilà. Donc parce qu'on est très, très fiers de nos organoïdes, j'ai une petite vidéo à vous montrer où on peut les voir en temps réel, grossir, dans leur petite gouttelette de matrice, et ça nous permet un petit peu de mieux comprendre comment le tissu fonctionne et comment il réagit à potentiellement des stimulations externes. Donc voilà, comme je vous disais, chacun a ses atouts et ses inconvénients. Donc le modèle murin, ses atouts, c'est qu'on a un organisme entier. Donc par exemple, on peut s'intéresser à la communication entre les différents organes, ce qu'on ne va pas du tout pouvoir faire avec le modèle dérivé d'endomètre. On a une homogénéité génétique et on peut facilement contrôler l'environnement. C'est-à-dire que les souris, on sait dans quels environnements elles ont grandi, on sait à quoi elles ont été exposées, etc. Chez l'humain, c'est un peu plus compliqué parce que déjà, on a aussi une durée de vie beaucoup plus grande et on ne contrôle pas les expositions passées. La limite, c'est que la souris ne menstrue pas, et du coup, généralement, on ne peut pas reproduire l'ensemble de la physiopathologie parce que les lésions elles-mêmes ne vont pas saigner à tous les cycles. Par contre, elles ont quand même un cycle avec des hormones, stéroïdiennes, donc il va y avoir un enchaînement de cycles, mais ça ne va pas se passer exactement, de la même façon que chez l'humain. Les cellules en 2D, donc l'avantage, c'est que c'est dérivé de patients, c'est relativement facile à mettre en place. Par contre, ça va être un type cellulaire isolé et qui va pousser dans des conditions qui ne sont pas extrêmement physiologiques. Mais on va aussi avoir la capacité de détecter des modifications qui sont présentes chez les patients, avec toute l'hétérogénéité qu'on peut retrouver chez les patients. Et les modèles 3D, bah, c'est un modèle un peu intermédiaire, donc c'est aussi dérivé de patients. Ça combine plusieurs types cellulaires, et les limites, c'est que la mise au point est un petit peu complexe et qu'on a une forte hétérogénéité. Donc c'est un avantage et un inconvénient, l'hétérogénéité, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ait potentiellement beaucoup d'échantillons pour pouvoir capturer l'hétérogénéité qu'on a chez les patientes, ce qui n'est pas forcément toujours évident d'avoir beaucoup d'échantillons. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec nos modèles? Donc un des exemples, c'est de tester des approches thérapeutiques innovantes. Donc là, je vous ai donné un exemple où on a testé dans le modèle murin une approche qui permettait de moduler le système immunitaire des souris. Donc on avait 2 types de stimulation. On essayait d'avoir un système immunitaire un peu hyper réactif, donc c'était avec la stimulation par le BCG, ce qui est en rouge, ou alors en bleu, on essayait de moduler le système immunitaire de façon à ce qu'il soit un peu moins réactif. Et on a pu montrer que si on a un système immunitaire qui est un petit peu moins réactif, moins pro-inflammatoire, on avait des lésions qui étaient moins grandes
Et donc ça peut constituer une approche thérapeutique intéressante. Et comme on a différents modèles, on a pu aussi essayer de prendre la même stratégie de traitement dans des modèles où on a co-cultivé des cellules immunitaires humaines avec des cellules endométriotiques, donc des lésions également humaines. Et on a montré que si on avait donc des cellules immunitaires, ici les macrophages, qui étaient traitées de façon à être moins réactifs, on avait également une diminution du profil profibrotique et et des molécules d'adhésion qui étaient moins exprimées, donc qui suggèrent que potentiellement, si on a un reflux de ces cellules, elles vont peut-être moins établir de lésions. Donc c'était relativement prometteur. Donc ça, c'est permis par ces différents modèles. Une autre étude que nous avons faite, c'était d'étudier l'influence avec d'autres types d'hormones, et en particulier les hormones thyroïdiennes, sachant qu'il y avait dans la littérature des indications comme quoi les femmes qui ont de l'endométriose pouvaient être plus fréquemment atteintes de dysthyroïdie. Et donc on a étudié un petit peu ça pour voir comment les deux maladies pouvaient s'influencer l'une l'autre. Et donc dans le modèle cellulaire, on a pu montrer que quand on traitait avec certaines hormones thyroïdiennes, on favorisait la prolifération des cellules, en particulier celles de lésions. On a également, dans un modèle murin où on a combiné l'endométriose et la dysthyroïdie, montré que quand les deux maladies étaient là, l'endométriose était plus sévère. Et on a aussi utilisé des données de patients, parce qu'on travaille avec l'hôpital, où on a pu montrer que les femmes qui avaient une endométriose et une dysthyroïdie avaient également une endométriose plus sévère. Donc avec l'idée que peut-être ces deux maladies s'influencent et ne s'influencent pas de façon positive malheureusement. Donc ça peut aussi poser des questions sur est-ce que les patients qui ont les deux maladies ne devraient pas être surveillés de façon particulière et prendre en compte, et un petit peu comme nous, dans l'Institut, on essaie de mettre des expertises différentes en communication, bah, là aussi, d'avoir les médecins qui gèrent la dysthyroïdie au courant de la maladie gynécologique et inversement, ça pourrait amener à une meilleure prise en charge. D'autres études qu'on a fait également plus récemment, c'est l'impact de l'alimentation, et en particulier comment l'alimentation influence le microbiote et comment ça peut influencer l'endométriose. Donc également dans le modèle murin, parce que dans les cellules, on ne peut pas vraiment leur donner une alimentation particulière. Donc on a utilisé des souris auxquelles on les a exposées à une alimentation qu'on dit occidentale, donc assez riche en produits transformés et assez pauvre en fibres. Et on a pu montrer que dans cette alimentation qui n'entraîne pas une prise de poids particulière, juste une mauvaise alimentation globalement, on avait une endométriose qui était plus sévère. Et donc ça va aussi avec des données de la littérature qui indiquent que si on a une alimentation plus saine, généralement, ça aide pour le ressenti de la maladie. Et donc bah, ça nous permet aussi de comprendre comment ça fonctionne et d'avoir des approches thérapeutiques supplémentaires. Donc là, on a regardé quelle était l'influence sur le microbiote et on a pu montrer en particulier qu'une bactérie était particulièrement déplétée, absente, chez les souris qui avaient de l'endométriose et qui étaient exposées à cette alimentation. Et donc, on a comme idée de se dire, bah, peut-être que cette bactérie, si on la redonne, bah, ça peut aussi aider et mimer, entre guillemets, une meilleure alimentation. Et donc ça, c'était le travail de Guillaume Parpex dans le laboratoire. Ça vient d'être publié en 2024. Ludivine, il te reste 2-3 minutes. Ouais, t'inquiète, Super. je suis presque à la fin. Merci. Et donc du coup, dernière étude que j'ai voulu mettre en évidence, c'est une étude qui n'est pas encore publiée, dans laquelle on étudie l'influence de l'endométriose sur la grossesse. Donc là aussi, pour mimer la grossesse, c'est le modèle murin qu'on a utilisé. Et on a pu mettre en évidence que, comme chez les femmes, quand il y a une grossesse associée à l'endométriose, il y a plus de fausses couches, ce qui est quelque chose qu'observait aussi chez les femmes. Et pour comprendre un petit peu comment ça se passait, on a regardé comment étaient exprimés tous les ARN dans chaque cellule de l'interface materno-fétale. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, on a donc regardé ces souris. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que le traitement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était immunomodulateur, il avait aussi la capacité de corriger partiellement ses effets sur la grossesse. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on est en train de finir.
un travail qu'on est en train de finir. Et donc, Clémence, vous avez parlé du projet européen qui est en cours. Donc, dans le cadre de ce projet européen, il y a le développement des modèles 3D dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et donc, l'idée, ça va être enfin, l'idée c'est, on est en train de le faire, de récupérer du sang menstruel de personnes sans endométriose et avec endométriose et d'établir des modèles 3D, donc organoïdes et assembloïdes, c'est quand on combine plusieurs types cellulaires qu'on va ou non mélanger avec des cellules immunes et regarder si, quand on met des cellules immunes saines, par exemple, est-ce qu'on corrige le phénotype qui est associé à l'endométriose? Est-ce qu'on peut utiliser ces cellules immunes comme une thérapie potentielle? Et on développe en parallèle les endométriochips qui nous permettent de poser d'autres questions. Donc ça, c'est aussi avec Roxane, une doctorante dans l'équipe, et Anaïs qui est en postdoc. Et j'en parle pas parce que c'est pas vraiment un modèle d'étude directement, mais on cherche également des biomarqueurs diagnostiques ou pronostiques dans ces échantillons. Donc là, j'ai pas le temps de tout vous raconter, mais voilà, vous pourrez poser des questions. Et donc en conclusion, donc l'endométriose, c'est une affection fréquente où il y a un retard de connaissance, et si on n'essaie pas de le combler, ce retard, ben, on pense qu'on n'arrivera pas à des stratégies qui seront spécifiques de la maladie. On pense également que les connaissances qui émergent sur l'endométriose seront également un moteur pour étudier d'autres maladies gynécologiques, parce que bah, si on parle de la santé des femmes, tout est boule de neige, entre guillemets, et ça va plutôt dans le bon sens. Donc, je vous ai présenté qu'il y avait différents modèles qui ont des complémentarités, qui permettent d'explorer différentes questions et de renforcer le niveau de preuve de certaines approches thérapeutiques, ce qui est toujours bien avant de les mettre en place chez les patients. On a des nouveaux modèles 3D prometteurs qui vont nous permettre d'être plus précis, je pense, dans ces approches thérapeutiques. Et globalement, ça apporte aussi une meilleure connaissance du fonctionnement physiologique de l'endomètre et de la reproduction. Et voilà, ça nous permettra d'éclairer les mécanismes sous-jacents donc à l'endométriose et potentiellement à d'autres maladies telles que l'adénomiose ou le fibrome. Et je tiens à remercier quand même toute mon équipe, à l'Institut Cochin, les cliniciens avec qui c'est super enrichissant de travailler, les gens qui travaillent au quotidien au laboratoire, les plateformes, les femmes qui ont donné leur sang ou leur biopsie d'endomètre, et les collaborateurs qui font que voilà, on a plein d'idées et plein de choses qui se développent. Et un dernier petit mot sur l'initiative nationale qui a émergé du plan équipement prioritaire, etc. Il y aura une école d'été, il y aura une école d'automne, parce qu'elle sera en novembre, à Rennes, pour les chercheurs qui veulent travailler sur l'endométriose, qui est tout frais payé pour les chercheurs qui seront sélectionnés. Donc, n'hésitez pas à aller voir le programme qui est très riche et qui permet voilà, de s'investir sur la thématique. Voilà, j'ai fini. Je sais pas, je suis en retard, Clémence, ou ça va? Un petit peu, mais ça va. Désolée. Merci Ludivine. Voilà. Donc, on va donner la parole à Anne-Charlotte. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis contente d'être là. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Clémence, moi j'ai réalisé ma thèse, donc que j'ai soutenue en décembre dernier sur l'endométriose, sur à la fois des parcours de vie, l'expérience de la maladie à partir d'entretiens que j'ai réalisés avec des femmes concernées. Et j'ai aussi enquêté du côté des professionnels de soins sur les modalités de la prise en charge à partir d'entretiens avec des médecins et des observations à l'hôpital. Mais dans le cadre de ma présentation, j'avais peut-être moins envie de vous parler de mon enquête précisément et plus de vous donner un petit aperçu de la manière dont les sciences sociales, et en particulier la sociologie, se sont saisies de l'endométriose comme objet d'étude. Donc ce ne sera pas exhaustif du tout. Peut-être comme première chose, pour commencer, voilà, une des premières manières peut-être de saisir de l'endométriose comme un objet pour les sciences sociales, c'est de la définir comme une maladie, enfin de partir du fait qu'il s'agit d'une maladie chronique. Et à ce sujet, en sociologie de la santé, on dispose d'outils d'analyse depuis longtemps éprouvés pour étudier les maladies chroniques. Et on s'aperçoit qu'effectivement, l'endométriose partage un certain nombre de caractéristiques avec d'autres types de maladies chroniques. Voilà, donc en sociologie de la santé, on a des concepts, des notions pour étudier à la fois les conséquences de la maladie sur l'identité individuelle, sur les parcours de vie. Voilà, on peut concevoir la maladie comme une disruption biographique. On sait aussi que sur le plan du travail médical, l'activité des soignants est particulièrement mise en difficulté
par les pathologies chroniques d'une manière générale, parce qu'elles soulèvent des enjeux spécifiques par rapport au modèle de prise en charge des maladies aiguës. Et que ça entraîne du coup une redéfinition des visées du travail médical, dans la mesure où l'objectif, c'est plus tant la guérison, mais la gestion de la maladie au long cours. Et ça, du coup, ça entraîne comment dire, une forme de décloisonnement aussi de la gestion de la maladie qui n'est pas prise en charge que dans le domaine de l'hôpital ou voilà, dans le cadre comment dire, de l'activité clinique des soignants, mais que ça implique un certain nombre comment dire, le fait qu'un certain nombre de tâches afférentes au travail de soins est pris en charge par les patients eux-mêmes, elles-mêmes, hors des espaces de soins et dans tous les espaces de la vie quotidienne. Bon, ça c'était un premier élément que je voulais juste poser, mais évidemment l'endométriose elle a certaines spécificités dans le paysage des maladies chroniques qui font qu'on ne peut pas non plus l'étudier que avec ces outils classiques de la sociologie des maladies chroniques. Et parmi ces spécificités, il y a le fait que c'est une maladie qui touche avant tout des femmes et des femmes jeunes. Voilà, par rapport au fait que un certain nombre, enfin, alors que voilà, la plupart des maladies chroniques se déclarent plus souvent vers l'âge de 40 ou 50 ans. Les premiers symptômes de l'endométriose apparaissent en général beaucoup plus tôt, dès l'adolescence. Donc ça vient soulever des enjeux d'âge. Donc voilà, le fait qu'elle se déclare à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, ça signifie que elle se déclenche au moment de la scolarité ou de la poursuite d'études, de l'orientation professionnelle ou de l'entrée sur le marché du travail. C'est aussi souvent le début de la vie affective, sexuelle, reproductive. En gros, ce sont des moments charnières dans les trajectoires biographiques. Et donc on peut imaginer, et puis c'est ce que documentent les sciences sociales, c'est que la survenue d'une maladie chronique à ce moment-là, ça entraîne des conséquences importantes sur les parcours de vie, les logiques de construction de soi, voilà, le façonnement, ça façonne fondamentalement les biographies des femmes. Et il y a cette question du genre qui est donc due au fait que c'est une maladie qui touche exclusivement les femmes, en tout cas les personnes assignées comme telles. Et donc ça vient soulever des enjeux majeurs relatifs au rapport de genre, parce que ça touche les femmes, mais en plus parce que c'est une maladie gynécologique qui touche essentiellement des organes et des fonctions du corps qui ont été traditionnellement historiquement, rattachés à la féminité. En tout cas qui ont été un lieu de construction historique des rôles de genre. Voilà, les phénomènes menstruels, sexuels, reproductifs ont longtemps servi à définir socialement le rôle des femmes et à asseoir aussi historiquement leur infériorité supposée. Et donc, voilà, l'endométriose, c'est aussi une maladie qui vient mettre en lumière le poids du genre, des rapports de genre dans la vie des femmes, et que ce soit au niveau intime, social, professionnel. Un troisième élément, peut-être qui singularise l'endométriose enfin, dans le paysage des maladies chroniques, c'est le fait qu'elle se caractérise par une grande difficulté à accéder au statut de malade et qu'elle a été longtemps méconnue. Voilà, le fait qu'elle existe certes depuis longtemps, mais que sa reconnaissance n'est que très récente. Et quand je parle de difficulté à accéder au statut de malade, je pense en particulier au délai très long des diagnostics qui étaient rappelés tout à l'heure, mais aussi au déficit de dispositifs de prise en charge après le diagnostic. Du coup, bon, à l'image de la méconnaissance durable de l'endométriose, au final, enfin, comment dire, en général, dans les sciences médicales, notamment, les recherches en sciences sociales sur l'endométriose, elles ont mis un certain temps à émerger. Elles sont relativement récentes. Voilà, à titre d'exemple, quand j'ai commencé ma thèse en 2016, il n'existait aucun travaux
de sciences sociales dans l'espace francophone dédié à l'endométriose. Il existait quand même quelques recherches en sociologie, en études féministes outre-Atlantique. Et ces premiers travaux, et ceux menés dans leur sillage, ont essentiellement cherché à mettre l'accent sur le fait que l'endométriose était une maladie genrée. Et voilà, se sont attachés à montrer l'inscription de l'endométriose dans des structures sociales de genre, mais aussi de classe et de race. Un certain nombre de travaux se sont intéressés à donc certaines définitions historiques de l'endométriose et donc à cette expression Career Women's Disease qui renvoie au fait que dans les années 40 et 50 en particulier aux États-Unis, euh, s'est développée l'idée de l'endométriose comme une maladie touchant spécifiquement les femmes blanches de classe supérieure, privilégiant leur carrière professionnelle à la maternité, donc qui faisait de l'endométriose et de la hausse perçue déjà dès cette époque-là, en fait, de l'endométriose comme la conséquence aussi de l'émancipation des femmes, de l'entrée des femmes sur le marché du travail et du fait de repousser en fait l'âge au premier enfant, parce que du coup ça entraînait des cycles menstruels plus précoces et plus fréquents. Donc bon, ça c'est un point, mais ça, enfin comment dire, ça s'inscrit dans un certain nombre de discours historiques médicaux, donc étudiés par les sciences sociales et l'histoire du genre en gros l'endométriose comme ayant été longtemps perçue comme une sorte de conséquence d'une déviance des femmes vis-à-vis des rôles de genre. Euh, En gros que voilà, c'était une maladie qui touchait voilà, des femmes qui ne se conformaient pas aux attentes sociales à leur égard, en particulier celles de la maternité. Euh, Bon, du coup, enfin, je me rends compte que je prends un petit peu plus de temps que ce que j'avais Oui, prévu. Anne-Charlotte, il te reste 5 minutes. 5. Ah bon, ok. Donc, si tu veux parler de tes résultats. Pardon? Donc, si tu veux parler de tes résultats, je sais pas, Euh, hein. oui, oui, oui. Bah non, mais en fait, du coup, j'avais pas prévu forcément de présenter mes résultats. Je voulais aussi donner un aperçu un petit peu général, mais du coup, je vais accélérer un petit peu. En tout cas, il y a cet enjeu majeur en gros, d'essayer de montrer comment l'endométriose elle est façonnée par aussi des contextes historiques, des contextes sociaux et culturels qui sont profondément traversés, en l'occurrence, par la question du genre, des rapports de genre. Euh, Voilà, dans les travaux récents, enfin aussi ce que je voulais faire, c'était montrer un petit peu les différentes directions à la fois prises par des recherches précédentes et celles qui sont à mener encore aujourd'hui, parce qu'au final, voilà, ces recherches en sciences sociales, elles sont encore très peu nombreuses et elles ont nombreuses questions à couvrir. Il y a la question évidemment des associations de patientes et plus largement des mouvements sociaux qui ont participé à faire émerger l'endométriose comme problème public. Donc là, ce que j'ai pu essayer d'ailleurs de montrer aussi un petit peu dans ma thèse, c'était dans quelle mesure le surgissement public, par exemple, de l'endométriose en France, il avait été tributaire évidemment du travail de fond mené par les associations de patientes, mais qui ont pendant de nombreuses années aussi peiné à trouver, comment dire, à faire porter leur voix dans l'espace public plus général. Et que du coup, enfin, comment dire, cette montée en visibilité de l'endométriose dans l'espace public, elle a aussi été tributaire des transformations plus larges des mouvements féministes, de leur visibilité dans l'espace public, de la politisation d'un certain nombre de sujets relatifs au corps, à l'intimité et à la question des violences aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup au moment des mouvements de dénonciation des violences gynécologiques et obstétricales que l'endométriose a trouvé une nouvelle forme de visibilité dans l'espace public, que ça nous a aussi montré comment cette construction de l'endométriose comme problème public, elle se faisait à l'interface entre des enjeux comment dire, médicaux, de santé publique, mais aussi comment elle a été propulsée comme un enjeu féministe ou de la cause des femmes. Euh, et
Bon, bah, pour terminer, je dirais que bon, les sciences sociales, elles documentent, elles sont pas les seules à le faire, évidemment, les répercussions multiples de la maladie et du parcours de soins sur les différentes sphères de la vie quotidienne. On commence quand même à bien connaître à quoi ressemblent les parcours d'une manière générale des femmes atteintes d'endométriose. Mais qu'on a besoin de davantage, je pense, d'études enfin, comment dire, prenant pour objet les inégalités sociales, afin de mieux comprendre aussi voilà, les distinctions, les différences entre entre les différents groupes sociaux, parce que toutes les femmes voilà, sont pas égales dans l'accès au diagnostic, dans l'accès aux professionnels de soins. Enfin, voilà. Il y a un enjeu de mener aussi des recherches dans cette direction-là. Et bon, du coup, je pense que j'ai écoulé mon temps, mais je serais ravie de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Et donc, nous allons finir avec Ameline Fondamine de l'association EndoFrance. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici et de pouvoir intervenir aux côtés de Ludivine et de Anne-Charlotte pour croiser nos regards, parce que je pense que c'est essentiel. Vous avez très bien présenté l'association EndoFrance. Je vais revenir brièvement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, en effet, j'ai la chance de succéder à Yasmine Kando, que vous connaissez peut-être, qui a présidé pendant plus de 13 ans EndoFrance, bénévolement également. Nos 3 grandes missions, comme vous l'avez dit, sont de soutenir, d'informer et d'agir. Pour soutenir et informer, on a la force d'avoir un peu plus de 100 bénévoles actifs sur le territoire. Il n'y a pas de salariés chez EndoFrance. On traite un petit peu plus de 25 000 mails par an d'information, d'orientation. Et on organise un petit peu plus de 700 actions par an pour l'année 2024, dont 70 en entreprise pour l'année 2024 et un peu plus d'une centaine d'entreprises déjà qui nous ont fait confiance pour sensibiliser leur équipe ou leurs managers au sujet de l'impact de cette maladie invisible dans le cadre de l'entreprise. EndoFrance, c'est également un petit peu plus de 3000 adhérents à jour de cotisation. Ce chiffre, il est important pour nous parce qu'il faut savoir que même si nous sommes agréés par le ministre chargé de la Santé et par le ministère de l'Éducation nationale, EndoFrance n'a aucune subvention publique et on refuse également les dons des laboratoires et industries pharmaceutiques. Donc EndoFrance est totalement autofinancé. C'est dans le respect de notre éthique, de notre indépendance, parce qu'on pense que pour porter la parole des patientes, eh ben, on se doit d'être totalement indépendant. Et depuis 2016, on a reversé un petit peu plus de 440 000 euros à la recherche. Et donc, on agit. On agit notamment en finançant la recherche, mais également en participant à la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, dont Ludivine a brièvement parlé quand elle a dit que, ça y est, on reconnaissait enfin l'endométriose comme un sujet de santé publique. Et on a également une marraine et un parrain qui sont très investis à nos côtés, que sont Laetitia Milo et Thomas Ramos. Donc maintenant, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, l'impact d'abord sur le quotidien. Avant de parler de l'impact sur le quotidien professionnel, EndoFrance, on a réalisé une étude en 2020 avec Ipsos et Gédéon Richter. Cette étude, elle a interrogé un petit peu plus de 1500 personnes. Et ce qui est ressorti en impact premier sur la vie des personnes, c'est vraiment la douleur. C'est une douleur qui est extrêmement invalidante, qui va empêcher les personnes d'agir dans leur quotidien, qui va faire rater l'école, qui va faire rater le travail, qui va faire rater les sorties avec ses amis. En moyenne, les personnes interrogées, elles évaluent la douleur, 1 étant la plus petite, 10 la plus forte, à 7,8 sur 10. On peut comparer la douleur de l'endométriose à un accouchement sans péridurale ou à une crise de calculs rénaux, par exemple. Toujours dans cette étude, Endovie, elles étaient quand même 2 sur 3 à nous témoigner que l'endométriose, elle avait un impact sur leur vie quotidienne générale, sur leur sphère intime pour 66% d'entre elles. On a malheureusement très souvent chez EndoFrance des témoignages de couples qui se sont brisés en raison de la maladie parce que l'endométriose, la vie de couple. La souffrance physique aussi, qui va ressurgir sur le plan psychologique. Elles sont quand même 67% d'entre elles à nous dire que c'est compliqué pour elles psychologiquement. Et elles sont aussi plus d'une sur 2 à nous dire que l'endométriose, ça impacte leur loisir. Parce que la douleur, elle fatigue, elle démotive. Et donc, pour 53% d'entre elles, il y a un impact sur leur vie sociale en général. Donc, c'est quoi l'impact sur le quotidien professionnel? Parce que quand on parle d'endométriose en entreprise, malheureusement, on a encore tendance beaucoup à penser que c'est un sujet qui est privé, qui est intime, alors qu'en réalité, c'est un sujet qui a vraiment un impact direct, à la fois sur la qualité de vie au travail pour les personnes qui en sont concernées, mais aussi pour l'entreprise sur la performance. Et c'est un vrai sujet d'égalité professionnelle au sein des entreprises. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Toujours selon notre étude Endovie, elles étaient quand même 65% à nous dire
que l'endométriose impactait négativement leur vie professionnelle. Donc, ce n'est pas un détail, c'est pas un détail, c'est vraiment une majorité qui est extrêmement nette. Et quand on regarde plus précisément leurs ressentis, elles sont quand même 62% à nous dire qu'elles ont une diminution de leur capacité physique et intellectuelle. Et pour 58% d'entre elles, il y a un niveau de stress qui va être plus élevé. Pourquoi? Parce que c'est lié à toute l'incertitude qui entoure cette maladie. Est-ce que mon traitement, il va agir? Est-ce que je vais avoir une crise aujourd'hui? Est-ce que je vais avoir une hémorragie? Est-ce que je dois me faire opérer? Tiens, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien. Et tout ça, en fait, ça pollue, ça ajoute du stress parce qu'elles vont peut-être être absentes au travail et ça va être compliqué peut-être de gérer aussi les réflexions des collègues ou des managers. Dans cette continuité, en 2020, parce que ces premiers chiffres, ils nous avaient quand même un petit peu alertés, on a travaillé avec une sociologue du Centre d'études de l'emploi et du travail pour évaluer l'impact, cette fois, des symptômes dans le cadre du travail. Et cette étude, elle a permis de mettre en avant qu'il y avait quand même, c'est pareil, c'était un panel d'à peu près 1500 femmes, que 64% d'entre elles, elles avaient parlé de leur maladie à leur employeur, mais que dans ces 64%, il y a seulement 25% qui s'est vu automatiquement proposer des aménagements de poste. Elles sont 12% à nous dire qu'il y a eu des réactions négatives de la part des managers ou de la part de la direction en général, et 8% à nous dire qu'il y a eu vraiment des décisions qui ont été négatives, avec des retraits de projet. Si elles étaient en mission, en CDD, il n'y a pas eu de reconduction des contrats sans avoir des explications particulières quant à leurs compétences métiers directement. Mais surtout, ce qui a été le plus marquant, c'est qu'elles sont 1 sur 2 à nous dire qu'elles ont été empêchées dans leur carrière en raison de leur état de santé. Certaines, elles ont vraiment témoigné de façon très concrète. On en a une qui nous a dit qu'elle n'avait pas eu de prime d'assiduité, contrairement à ses collègues. Une autre qui s'était vue refuser un poste à responsabilité pour être responsable de tout un service parce qu'elle était malade et qu'elle aurait beaucoup trop d'absence et que ce n'était pas gérable pour l'entreprise. Et pourtant, il existe vraiment des pistes concrètes pour pouvoir concilier cette maladie invisible et les exigences en effet de la vie professionnelle. Alors bien entendu, il faut garder à l'esprit que chaque parcours, il est différent. Il y a autant de formes que de personnes touchées par l'endométriose. Elles vont parfaitement réussir à maintenir leur activité professionnelle avec leur maladie. Et puis pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué parce que chacune a son parcours et c'est là où il existe des aménagements. Alors, si on se place pardon, d'abord du point de vue du salarié, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir concilier sa maladie et sa carrière? Déjà, il n'y a pas d'obligation d'informer son employeur de son état de santé. Euh, c'est aussi accepté en fonction de l'ambiance dans l'entreprise de dévoiler peut-être une partie de son intimité parce que c'est une maladie qui touche à l'intime. Mais il y a quand même quelques pistes. Donc là, c'est vraiment des pistes généralistes. Déjà, la première, selon nous, c'est d'aller vraiment rencontrer les services de santé de prévention au travail. Le médecin du travail, il est soumis au secret médical. Il est vraiment là pour faire le pont entre la salariée, l'employeur, en respectant le secret médical et en s'assurant qu'à cet instant, en raison d'un état de santé, le poste de travail, les missions sont en adéquation avec vos capacités physiques. L'autre levier possible, c'est de demander une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, la RQTH. Ça peut faire peur parce qu'on n'a pas envie d'entendre qu'on est en situation de handicap. Mais cette reconnaissance, elle dit jusqu'à cet instant, en effet, vos capacités physiques, elles ne sont pas à 100% et ça justifie que peut-être vous ayez un accompagnement personnalisée en raison de l'atteinte de l'endométriose sur votre vie. L'endométriose, elle ouvre le droit à cette RQTH. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas un stigmate, la RQTH. C'est vraiment un outil. Elle va pouvoir permettre de vous ouvrir des aides, notamment pour les aménagements de poste, de sécuriser votre parcours professionnel. Et puis, c'est aussi un levier pour l'employeur, parce que les employeurs qui ont plus de 20 salariés ont une obligation de compter dans leur masse salariale au moins 6% de travailleurs en situation de handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles. Donc en fait, pour l'entreprise, cette reconnaissance que vous pouvez avoir et que vous êtes libre de ne pas dire à l'employeur, c'est vous qui choisissez de le dire ou non, ça lui permet, lui, de remplir son obligation légale, d'avoir aussi des leviers pour aider à aménager votre poste de travail. Et vous, ça peut aussi vous sécuriser pour bénéficier d'aménagements de travail, pour être prioritaire dans le cadre de formation, de reconversion. Donc, il faut faire la dossier auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap. Je n'ai pas le temps là de vous expliquer toute la procédure, mais n'hésitez pas à nous contacter EndoFrance si vous avez besoin d'informations. L'autre levier, avec ou sans RQTH, c'est d'aménager le poste de travail, peut-être. Ça va être peut-être du mobilier plus adapté en fonction des atteintes, une chaise ergonomique, un bureau ergonomique. Le temps de travail, est-ce que peut-être on peut faire plus de pauses, avoir des jours de télétravail flottants? Parfois, ça va être de revoir les missions. Par exemple, quelqu'un qui aurait beaucoup de déplacements, peut-être que le travail au bureau sera possible, mais il faudra limiter les déplacements temporairement.
L'autre outil possible aussi, c'est le temps partiel thérapeutique, soit quand on met en place un traitement spécifique, soit après une chirurgie. C'est-à-dire que ça permet de revenir en emploi de façon adaptée pour vous permettre de concilier votre santé et votre vie professionnelle. Et enfin, s'informer et trouver du soutien moral, soit auprès des associations de patientes, comme Endo France, on est là pour vous, soit auprès de vos référents handicap aussi, et l'UMIXité et l'UCSE qui sont au sein des entreprises et vraiment auprès des services de santé de prévention au travail. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un droit de demander un accompagnement quand on est malade. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un cadeau. Et il ne s'agit pas d'obtenir vraiment ce régime de faveur, mais vraiment de pouvoir exercer son activité dans les meilleures conditions possibles. Et si on se passe du côté de l'employeur, l'endométriose, on a tendance à dire, mais ça c'est vraiment un sujet de santé privée. Mais quand on sait qu'il y a une personne sur 5 qui est atteinte d'une maladie chronique, on ne peut pas penser que la maladie, elle va s'arrêter à la porte de l'entreprise. Qu'on le veuille ou non, la maladie, elle va rentrer dans l'entreprise. Et c'est le cas de l'endométriose avec des millions de femmes qui sont concernées par cette maladie. Donc, je pense que vraiment, c'est un sujet de santé, c'est un sujet RH et économique qui est incontournable parce que ça va peser en effet sur l'organisation de travail, notamment en absentéisme, mais surtout en présentéisme. Ça, c'est un rapport du Sénat de 2023 qui estimait en moyenne à 11 heures la perte de productivité qui était liée à l'endométriose. Si on se met dans une entreprise très rapidement, 100 salariés, 5 à 10 personnes qui sont concernées par la maladie, ça représente à peu près 1,5 à 3 équivalents temps plein qui sont présents mais qui ne sont pas au maximum de leur capacité. Et c'est des chiffres qui sont confirmés. Ils ont été confirmés notamment par l'Institut Montaigne en 2022, puisque le coût moyen de l'endométriose pour la société française, il est évalué à 10,6 milliards d'euros par an, dont près de 5 000 euros à peu près en coût indirect par patiente, notamment en perte de productivité ou de baisse de pouvoir d'achat. Alors attention, ce n'est pas un coût qu'on impute aux salariés. C'est vraiment un coût qui est systémique. C'est lié vraiment au manquement d'anticipation et au manquement d'accompagnement. Et pour autant, les attentes, elles sont claires, puisque là, il y a une étude toute récente de 2025 qui a été réalisée par la fondation Agir pour le cœur des femmes et Opinionway, qui montre qu'il y a quand même 2 femmes sur 3 qui considèrent que l'employeur, il a un rôle à jouer dans la prévention et dans l'accompagnement de la santé des femmes au travail. Alors comment, en tant qu'employeur, vous pouvez agir? Il y a des pistes aussi. C'est vraiment de construire une politique RH qui va être inclusive, inscrire la santé des femmes, l'endométriose dans vos politiques RSE, QVCT ou diversité de l'entreprise. La santé des femmes, c'est vraiment un sujet à part entière, ce n'est pas un sujet de santé privée, c'est un sujet d'égalité professionnelle et de qualité de vie au travail. Peut-être spontanément aménager l'organisation du temps de travail au sein de vos structures en fonction de ce qu'il est possible de faire, en fonction des secteurs d'activité, offrir de la flexibilité, du télétravail ponctuel, des horaires aménagés, permettre des pauses qui sont adaptées selon les besoins de la personne, avec ou sans préconisation de la médecine du travail, adapter les postes ou les tâches si c'est nécessaire. Un autre des leviers, c'est vraiment de créer un climat de travail qui est inclusif et qui est bienveillant. C'est un point clé pour que les salariés ils osent exprimer leurs besoins. Il faut un climat de confiance. Et ça passe par la formation des équipes encadrantes, la formation des référents handicap, mixité, ressources humaines, organiser des sessions de sensibilisation comme le fait Endo-France depuis maintenant plusieurs années pour comprendre que l'endométriose, non, c'est pas qu'une maladie de femme et c'est pas que des douleurs de règles, c'est beaucoup plus large que ça. Aussi, peut-être proposer un espace ressource, un endroit où la personne, elle pourrait se poser, prendre son traitement de douleur passée, parce qu'on sait qu'en moyenne, quand on prend son traitement pour la douleur, quand une endométriose est bien prise en charge, dans les 15 à 20 minutes qui suivent la prise de ce traitement, la douleur s'estompe et la personne, elle peut retourner au travail. C'est aussi soutenir le maintien en emploi, communiquer sur votre politique peut-être d'inclusion au niveau notamment des personnes qui auraient de la RQTH, favoriser notamment quand il y a des recours au mi-temps thérapeutique et temps partiel, que la personne ne se sente pas exclue. Euh, Favoriser aussi peut-être la promotion de la mobilité interne quand c'est nécessaire. Et pour finir, parce que je vois que j'arrive à la fin de mon temps, vraiment reconnaître et accompagner l'endométriose en entreprise, c'est pas médicaliser le travail. C'est permettre à chaque collaborateur, chaque collaboratrice de conserver sa place, sa compétence, sa performance au sein de l'entreprise. C'est vraiment, je pense, un levier de fidélisation pour les employeurs aussi, mais vraiment bien-être au travail et in fine, en fait, de performance collective parce que l'entreprise, c'est un tout. Donc finalement, l'endométriose au travail, je pense que c'est aussi un peu un révélateur. Ça nous interroge, je pense, d'une façon collective sur comment est-ce qu'on peut rendre les environnements de travail plus inclusifs, plus respectueux, parce qu'il y a les personnes concernées, mais il y a aussi les aidants. Et peut-être qu'au sein de vos entreprises, vous avez beaucoup d'aidants qui, eux aussi, vivent la maladie, en fait, au travers des personnes
qui en s'ouvrent. Et je pense que c'est vraiment en avançant ensemble, les associations, les chercheurs, les médecins, les employeurs, les salariés, les malades, qu'on pourra vraiment changer les choses et notamment la vue de l'endométriose au sein de l'entreprise. Et j'avais juste une petite dernière, si vous voulez, c'est si vous voulez aller plus loin, en flashant le QR code, vous arrivez sur le site EndoFrance, c'est des ressources gratuites pour comprendre un petit peu l'impact de l'endométriose dans le cadre du travail, mais surtout vous aider en vous mettant des outils à disposition.